comment on en est arrivé là? Vegeta, c'est le grand méchant du premier arc de Dragon Ball Z, surpuissant, sans pitié même avec ses hommes, il n'a qu'un seul but, génocider la Terre. Oh, ça c'est pas très gentil. Et en l'affrontant, nos héros en ressortent bien amochés. Ils ont plus que jamais besoin des boules de cristal. Seul problème, c'est que celle de la Terre ne fonctionne plus. Il faut en trouver d'autres sur une planète lointaine, et pour ça, on envoie une équipe d'élite. On y envoie un nain, un quota féminin et un enfant de 5 ans. Ouais, on a connu plus sexy, mais ils embarquent dans un vaisseau extraterrestre, direction Namek, là où commence vraiment la plus grande rédemption de l'histoire du manga. Les terriens déchantent très vite, Vegeta les a suivis. Lui aussi convoite les Dragon Ball, mais avec un but moins noble, atteindre l'immortalité. Et il n'est pas le seul, des sbires leur tombent dessus et détruisent leur navette. Nos héros parviennent à les vaincre sans trop de soucis pour découvrir un ennemi infiniment plus puissant, Freezer. Et paradoxalement, leur salut va venir de Vegeta, qui leur propose un marché, qui est somme toute assez simple, les laisser en vie en échange des Dragon Ball. S'ensuit même une alliance où il va combattre à leur côté et les sauver quand ils sont en danger, et ce, plusieurs fois. Mais pourquoi fait-il tout ça? Se faire tabasser sur Terre à l'arc précédent aurait-il fait de lui un gentil? Eh bien, c'est un cliché vieux comme la littérature. Dans l'épopée de Gilgamesh, les deux héros deviennent potes après un combat épique. Au Japon, on pense davantage à Benkei, un moine guerrier qui jure allégeance à celui qui l'a vaincu. C'est un cliché qui a infusé dans leur culture, devenu très commun au théâtre puis en manga. Dans la première saison de Lupin the Third, l'un des meilleurs amis du héros commence comme ennemi, tout simplement. Et l'intérêt est facile à comprendre, on neutralise un méchant sans le tuer. Comme les bad guys sont souvent très populaires auprès du public, c'est particulièrement intéressant pour les auteurs. On peut penser à Jojo Bizarre Adventure avec Speedwagon, Mob Psycho avec Smile, A Certain Magical Index avec Accelerator, Yu Yu Hakusho avec Iei et Aruma, No Game No Life avec Zell, enfin bref, la liste est longue. Certains ajoutent même une dimension morale, la défaite brise psychologiquement le méchant avant de le convertir aux idéaux du gentil. Et le manga qui l'utilise sûrement le mieux, c'est sans doute Fairy Tail. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais s'il y a un point où il met une vitesse à beaucoup de mangas, c'est sur ses arcs de rédemption. Gajil a un design de gros méchant, il est brutal, il est cruel, sans pitié même avec ses alliés, rien ne laisse penser qu'il pourrait changer de camp. D'autant plus qu'il commet un crime impardonnable, il tabasse et crucifie 3 membres de Fairy Tail sur un arbre. Les héros se ramènent, flanquent une raclée à tous ses potes et l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que Gajil était très populaire auprès des fans, difficile de juste l'abandonner. Mais alors comment faire? Ces crimes sont finalement trop graves. Eh bien pas de quoi faire peur à Hiro Mashima qui en a vu d'autres, certains de ses personnages ont fait bien pire. Makarov, le maître de la guilde, propose à Gajil de les rejoindre, et lui s'en étonne, car il estime qu'il n'a pas le droit au pardon, il n'a le droit qu'à la haine de la guilde de Fairy Tail, ce qui est certes vrai, mais chez les héros, on n'abandonne pas une âme perdue. Seulement, il y a un lourd prix à payer, le fait de supporter le rejet, faire des efforts sans cesse jusqu'à finir par être accepté et même nouer un lien avec l'une de celles qu'il avait autrefois agressées, une relation qui va le sauver. Tout ça aurait été impossible sans la défaite qui a détruit ce qu'il était, un sbire forgé pour faire le mal, persuadé que seule la haine rendait plus puissant. C'est fondamentalement la même chose pour Vegeta, on lui a appris que la pitié est toujours une faiblesse, que seule la cruauté rendait fort, sauf que c'est un poil plus compliqué pour lui. Il est de la vieille école et perdre sur Terre ne suffit pas à le changer. Quand il s'allie aux héros sur Namek, c'est un méchant pur jus. On le voit attaquer un traître, frapper des enfants, massacrer tout un village. Il prévoit même de s'occuper de la Terre plus tard. Cependant, sa première défaite l'a fait douter. Comment un Saiyan inférieur, animé par de faibles valeurs, a réussi à le vaincre? Lui, le plus fort des guerriers. Pas suffisant pour changer de camp, mais assez pour reconnaître la force des terriens, les voir comme de potentiels alliés. Il ne lui manque alors qu'un ingrédient pour le faire basculer, résumé en une phrase: l'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'auteur de Dragon Ball adore cet adage. Plusieurs antagonistes ont ensuite rejoint les héros pour affronter un mal encore plus grand. Juste avant Vegeta, Piccolo. Irrécupérable en apparence, pourtant il n'hésite pas à faire front commun avec Goku, à entraîner son fils jusqu'à se sacrifier pour lui. Ces alliances fragiles, motivées par la nécessité du moment, sont terriblement efficaces pour la narration. Plein de mangas l'ont repris à leur compte. Dans One Piece, plusieurs sont concernés, dont Franky, un voleur ayant tabassé l'un des membres de l'équipage qui accepte de collaborer pour affronter le gouvernement. Le plus iconique, c'est Seto Kaiba, passé de antagoniste à rival avec des hauts et des bas. La première fois qu'il s'allie avec Yugi, c'est pour sauver son petit frère en affrontant le grand méchant Pegasus. Fin alliance, disons qu'ils se tolèrent quoi. Parce qu'entre eux, c'est pas l'amour fou. Alors oui, dans l'animé, il est pas si méchant, un voleur de cartes, on
a fait plus terrifiant. Mais dans le manga, c'est un pur psychopathe qui fait tout pour tuer le héros jusqu'à embaucher des tueurs à gages. Ça culmine avec un duel légendaire, celui de l'épisode 1. Sauf qu'ici, il lui inflige une punition sévère, briser son esprit. Oui, ce n'est pas juste de voir Exodia qui le fout mal, ça le détruit en le forçant à reconstituer son âme, à composer avec son lourd passé. Orphelin, adopté par un homme violent, son enfance a été volée. On lui a enseigné que les autres sont des outils, que tous les coups bas sont permis pour gagner. Ça a fait de lui un génie, un pur méchant animé par un désir de victoire infini qui va jusqu'à pousser son père adoptif à la mort. Tout ça, il l'a choisi, ayant corrompu son âme en connaissance de cause, dans le seul but de protéger son petit frère. Il va tellement loin qu'il finit par se perdre, tente même d'exécuter sa seule famille. Ça fait de lui une véritable figure tragique et ça te rappelle rien? Vegeta vit pour la fierté de son peuple disparu, mais il élimine froidement les siens. Normal, il est aveuglé par l'idée que seul compte le pouvoir, que les faibles ne méritent pas d'exister. Qu'importe que tous les autres soient morts s'il lui devient le Super Saiyan légendaire, puis règne sur l'univers. Sauf qu'après sa défaite, sa fierté en prend un sacré coup. Pire, en arrivant sur Namek, il apprend que la disparition des siens n'avait rien d'accidentel. Un massacre orchestré par son boss actuel, Freezer. Impossible à vaincre pour Vegeta, le forçant donc à composer avec l'ennemi de son ennemi. Le parallèle entre lui et Kaiba ne s'arrête pas là. Les deux cherchent à réparer leurs erreurs par eux-mêmes. Kaiba menace même Yugi de sauter s'il ne lui laisse pas combattre Pegasus. Pas très gentil comme façon de faire. Les deux vont échouer. Quand Vegeta pense être le guerrier suprême, Freezer le ridiculise. Il est impuissant, faible, une profonde terreur s'empare de lui, ses dents claquent, ses larmes coulent. Son esprit est entièrement brisé, le privant de toute volonté de combattre, acceptant la mort sans se débattre. C'est là qu'arrive Goku. Vegeta reconnaît alors la valeur de celui qui fut son ennemi, lui confie ses rêves, ses espoirs. Je t'en supplie. Il faut que tu battes Freezer. Fais-le pour moi. Pour notre peuple, pour notre fierté. Tu dois le vaincre, il doit mourir de la main d'un Saiyan. De la main. Ainsi meurt le prince des Saiyans. La suite on la connaît, un combat ultra épique sur une planète prête à exploser, pendant 5 minutes, bon. En même temps, les victimes de Freezer sont ressuscitées, Vegeta inclus. Ce dernier se retrouve sur Terre et comprend alors que Goku l'a dépassé. Quelques chapitres plus tard, Freezer revient accompagné de son père. Mais face à lui se dresse un deuxième Super Saiyan, le choc est total pour Vegeta. Le Super Saiyan légendaire n'est pas unique. Alors, pour lui aussi, c'est possible. C'est là qu'il passe vraiment d'antagoniste à rival avec des motivations qui n'ont rien de positif. Une armée d'androïdes? La belle affaire. Tout ce qui compte, c'est d'affronter Goku, de l'écraser pour prouver qui est le numéro 1. Une véritable obsession le poussant à un entraînement autodestructeur. Gravité x100 pour le héros, alors pour lui ça sera x300. L'ambiance n'est vraiment pas ouf. Dur, violent, assumant ses crimes passés, Vegeta est une bombe à retardement, ne suivant que ses propres désirs qui pourraient rejoindre à tout instant le camp adverse. Puis passent 3 longues années. Vegeta a retrouvé sa fierté en ayant accompli son plus grand objectif, rattraper son rival. Exploit qu'il doit en partie à Bulma, sa femme avec laquelle il a eu un enfant. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est bien ça qui plante en lui les graines de la bonté et de l'humanité. Bon, on parle là de toutes petites graines, ça reste un bon gros connard qui s'amuse avec ses proies, fait passer ses propres intérêts avant ceux des autres. En somme, comme lors de son premier affrontement avec le héros. Vegeta n'hésite pas à laisser le temps à ses ennemis de se renforcer, quitte à mettre tout le monde en danger, juste pour son petit plaisir d'affronter des adversaires plus puissants. Il n'hésite pas à faire des victimes collatérales et ne se préoccupe même pas du sort de sa femme et de son fils, et c'est même quelque chose qu'il assume. Car si Vegeta n'est plus un antagoniste, il reste quand même un méchant. Quelle différence? Bah en fait il y en a plusieurs, mais dans les shonen, elle est surtout morale. Le gentil cherche à s'améliorer, il aime l'effort et pour s'amuser sans but caché, et tout ça lui sert à protéger ceux qui lui sont chers, des valeurs qu'un antagoniste ne peut partager, car après tout il n'est qu'un obstacle sur la route du héros. Alors que le méchant, lui, se bat pour son propre plaisir égoïste, celui d'éliminer son ennemi, l'humilier, le briser, et puis ses méthodes sont souvent brutales, cruelles, voire carrément inhumaines. Et en faisant cette description, je pense que vous avez tous eu en tête l'image de Vegeta, c'est ce qui en fait un très bon protagoniste, car dans le fond, on adore les personnages aux antipodes des valeurs classiques de l'héroïsme. Plus il flirte avec nos limites morales, mieux c'est. Le meilleur exemple pour moi, c'est Hisoka dans Hunter x Hunter, gros psychopathe qui prend son pied à combattre des ennemis puissants, même si ça met sa vie en danger. À ses yeux, Gon est une proie de choix qu'il a envie de laisser se développer pour le cueillir au meilleur moment. Ça sonne
très borderline sur les bords, on va pas se le cacher. Mais le problème avec ce type d'archétype, c'est qu'il est difficile de justifier un changement profond du personnage sans ruiner son écriture de base. Heureusement, il y a des astuces, dont une qui est très appréciée, la confrontation morale, ou plus simplement, le discours sur l'amour et l'amitié. Les héros démontrent la force de leurs convictions, la pureté de leurs sentiments, et emportent même l'adhésion du méchant. C'est bien plus dur à écrire que tu ne l'imagines, et celui qui réussit le mieux, c'est sans doute Naruto, et ce, plus d'une fois. Mais mon petit préféré, ça reste quand même Gaara, passant de tueur assoiffé de sang qui brise des rêves de ses adversaires à un chef juste et noble. Ça a demandé 3 longues années de remise en question, entamées suite à son combat difficile contre Naruto. Car les deux sont finalement un reflet de ce que l'autre aurait pu être. Les deux sont des orphelins, habités par un démon, rejetés par leur village, ils souffrent de la même blessure, la solitude. Seulement, l'un a su rester dans la lumière quand l'autre a sombré dans les ténèbres. Mais c'est quelque chose qui s'explique facilement. Gaara est un enfant profondément bon, qui cherche sans cesse l'amour des autres. Malheureusement, sa condition ne fait que l'opposer sans cesse à la violence, trahi même par ses proches en qui il croyait sincèrement. Et finalement, il décidera que si les gens le voient comme un monstre, alors il sera ce monstre. Il se renferme sur lui-même et devient une arme vivante sans émotion. Enfin ça, c'est jusqu'à ce que Naruto le confronte. Pour la première fois, on le comprend, on l'encourage, on lui pardonne, on lui montre que les autres ne sont pas une faiblesse, mais plutôt une force. L'amour que Naruto porte aux gens libère alors son cœur ensablé et ouvre la voie à sa rédemption. On le retrouve toujours dans le manga Dragon Ball, où les valeurs de Vegeta sont remises en question par la force de Goku, son opposé complet. Ça instille en lui un doute, la cruauté est-elle vraiment une force? Mais en vrai, la principale raison de son changement repose sur une autre astuce narrative, la perte. Après avoir pris une branlée contre C18, Vegeta part s'entraîner avec son fils du futur. Les deux passent du temps ensemble et finissent même par se rapprocher, ressortant plus confiants, ayant dépassé ses limites, et laissent donc le méchant se renforcer pour un combat digne de ce nom. Il va même l'aider en attaquant son propre fils. Vraiment, c'est le père de l'année, prouvant ainsi qu'il n'a pas d'Okkan sauf le sien. Son plan fonctionne, il a son duel, et il reprend une branlée. Ça fait beaucoup là, non? Même ses attaques les plus puissantes échouent, le voilà à nouveau forcé de se remettre en question. Il va donc devoir encaisser un choc encore plus grand, la mort de son fils. Ça a eu lieu parce qu'il a refusé d'achever son ennemi alors qu'il en avait l'occasion. Il en paye le prix fort. C'est là qu'il comprend l'importance de sa famille, s'excusant même pour ses actes. Et ce n'est pas tout, dans ce même combat, Sangoku meurt, et cette fois, il demande à ne pas être ressuscité. Leur rivalité étant finalement terminée, Vegeta se jure de ne plus jamais combattre. En une journée, c'est toute son identité qui est remise en question par la puissance narrative de la perte, celle de son fils et celle de son rival et moteur. On l'utilise très souvent dans les mangas pour provoquer un changement de valeur brutal, comme dans Vinland Saga. Le protagoniste, Thorfinn, est fondamentalement méchant, cruel, brutal, rarement inquiet pour les autres, il ne vit que pour son obsession, la vengeance. Puis arrive la scène qui change tout, la mort de sa cible. On vous l'a déjà raconté dans cette vidéo, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le héros n'a pas accompli sa vengeance par lui-même. Il perd donc son objectif, sa raison de vivre, et tout ce pourquoi il s'est entraîné pendant des années. Il a littéralement perdu sa jeunesse pour quelque chose qui lui a filé entre les doigts. Son esprit se vide, le rendant doux, docile et littéralement esclave. Le manga va alors suivre sa rédemption, celle d'un homme d'abord animal et bestial qui va devenir quelqu'un de profondément bon, quelqu'un qui n'a aucun ennemi. Un long chemin que Vegeta emprunte lui aussi en dehors de l'écran. 7 ans. 7 ans se sont passés depuis le Cell Game. Vegeta est désormais un bon père de famille Saiyan. Sa relation aux autres est plus apaisée, bien qu'il soit toujours dur et arrogant. C'est aussi toute la force du personnage, changer de camp sans abandonner son caractère d'origine qui plaît tant au public. Quand une nouvelle menace débarque, il annonce vouloir se battre pour protéger la Terre. Pour les autres donc, ça y est, il est un gentil. Vous y avez cru? C'est toujours un méchant. Plus autant qu'avant, mais son cœur est guidé par un désir égoïste, une obsession, Goku. Rien ne l'importe plus que de le vaincre. Il éduque son fils pour être plus fort que celui de son rival. Quand les deux s'affrontent, il est hyper impliqué. À la fin, il se vante même de la victoire du gamin auprès d'un Goku qui, manifestement, s'en fout. J'en ai rien à foutre. Pour cause, les deux partagent le même objectif, être le plus puissant. Mais ils n'en ont pas la même vision. Goku, c'est le gentil. Il s'entraîne pour lui-même, donne de l'importance à ses adversaires, mais n'en fait pas une priorité, sauf si ses amis sont en danger. Alors que Vegeta, lui, toujours méchant, n'est guidé que par son orgueil, une unique envie, écraser Goku, le seul adversaire qu'il connaît et qu'il estime. Leur rivalité est donc déséquilibrée. Ça va se ressentir très fort lors du tournoi, où leur duel amical est annulé au dernier moment. Ça frustre Vegeta, mais pas Goku. C'est ce sentiment qu'exploite un sorcier maléfique pour le manipuler, donnant naissance à Majin Vegeta. Surpuissant, plus cruel que jamais, le prince des Saiyans sans émotion est de retour. Il échappe aussitôt au contrôle du sorcier, déchaîne sa puissance au nom de ses seules ambitions. Direct un petit massacre d'innocents pour attiser la colère de Goku,
Goku et obtenir enfin son duel. Se battant alors à pleine puissance, débarrassé par le sorcier de ses sentiments, valeurs et autres trucs de gentil, comme il l'a souhaité. Paradoxalement, c'est à ce moment qu'il bascule définitivement dans le camp du bien. Pour ça, l'auteur de Dragon Ball va sortir son Joker, le trope le plus puissant en écriture qui achève la rédemption de n'importe quel personnage, même du plus grand monstre, en purgeant son cœur de tous ses vices. La mort. Pour t'expliquer comment ça marche, on va revenir à notre définition du méchant. On t'a dit que dans les shonen c'était une question de morale, que le méchant se battait pour lui-même, sauf que parfois ce n'est pas vraiment le cas. Bon, exemple de ça, la figure du roi démon, le mal incarné dans la fantaisie japonaise, petit à petit remis en question depuis quelques années. Au fond, il se bat pour son propre peuple. Ne fait-il pas le bien? Si on écrivait une histoire du point de vue des démons, oui. Maintenant, toujours de leur point de vue, quelqu'un qui massacre des centaines de gobelins, c'est mal, non? On vous entend vous insurger. Oui, les gobelins sont méchants par nature, ce n'est pas un crime de les tuer ni d'être cruel avec eux. Au contraire, selon qui? Les humains? Mais ont-ils raison? S'ils décrètent une race comme mauvaise, ça leur donne le droit de les exterminer? Par exemple, les Ishbal, le peuple génocidé sur ordre du gouvernement dans Fullmetal Alchemist. Très vite, le manga nous présente un homme puissant, animé par la haine et la vengeance, Scar. Ancien moine, survivant du massacre, il a tout perdu. Sa maison, ses amis, son frère. Tout ça à cause des gentils. Alors il veut les massacrer et nous apparaît comme une réelle menace. Sauf qu'en réalité, vous auriez fait quoi à sa place? N'est-ce pas compréhensible de vouloir la mort de ceux qui ont détruit votre vie? Scar est-il un méchant? Sans doute pas. Mais il apparaît comme tel. Il a tué les parents de Winry, s'attaque à Ed alors qu'il n'est en aucun cas responsable de la guerre. Son erreur, c'est d'être emporté par la haine. La frontière entre le bien et le mal est ténue, il ne suffit que d'une intention pour sombrer du mauvais côté. Comme lorsque Mustang se confronte à Envy, pourtant un méchant, il n'est animé que par la rage de le tuer. Ne se bat pas pour faire le bien, pour rendre le monde meilleur, mais pour assouvir un besoin personnel et le plaisir de le voir mort. Scar le comprend, il connaît ce sentiment. Ce qui définit le camp du bien, c'est avant tout le point de vue du narrateur, l'intention qu'il donne à ses personnages. Luffy dans One Piece, c'est un pirate qui défie le gouvernement, mais lui c'est le gentil. Pas comparable, lui ne commet aucun crime. Il a quand même attaqué une base du gouvernement et une prison. Pas sûr que ça passe devant un juge votre histoire. Puis, même s'il en avait fait pire, vous le verriez toujours comme un gentil, non? Ce qui change, c'est votre perception. Et une fois ancré, c'est très dur de le faire changer. À moins que le personnage ne se sacrifie pour sauver les héros. Et là, tout est pardonné. Même le pire des salauds devient instantanément le gentil pour le public. Un exemple, le roi Spiral de Gurren Lagann, grand méchant au début de l'anime, présenté comme un tyran, mais quand les héros le confrontent, il révèle une toute autre histoire. L'ignorance est une chose effrayante. Vous croyez sincèrement que vous vous battez pour la cause qui est la plus juste, alors qu'en vérité c'est moi qui cherche à protéger ce monde. C'est moi, Lord Genome, qui suis le dernier gardien de l'humanité. Toutes ces actions, aussi brutales que cruelles soient-elles, étaient motivées par sa volonté de protéger l'humanité et d'éviter l'extermination décidée par un ennemi invincible, les anti-spirales. Il a bien essayé de les combattre, mais il a perdu, sombrant dans le désespoir et la solitude, jusqu'à se convaincre que la seule solution, c'était l'oppression. Empêcher tout le développement de l'humanité pour satisfaire les doléances de ses ennemis et rester en vie. Nos héros vont le vaincre, prendre sa place et se rendre compte que l'exercice du pouvoir est en fait une vraie malédiction. Car pour sauver l'humanité, ils sont obligés de se corrompre progressivement, de devenir un peu plus cruel. Et c'est toute la force de Gurren Lagann, nous montrer à quel point cette ligne entre gentil et méchant peut être fine. Le monde nous force à endosser tour à tour les deux rôles, et la seule chose qui nous pousse à la bonté, c'est la force de nos cœurs, enflammés par l'amour porté à ceux qui nous sont chers, qui nous pousse à toujours devenir meilleurs. Le vrai défaut du roi Spiral, c'était pas vraiment sa cruauté, puisqu'elle était imposée, mais c'est surtout qu'il refusait d'aller de l'avant. Et sa rédemption tient dans sa remise en question, il retrouve son esprit combatif au contact des héros, il redevient le grand guerrier qu'il était, offrant son âme aux héros, les galvanisant pour que tous ensemble dépassent leurs limites pour faire tomber celui qui semblait invincible. Ainsi, il devient définitivement dans le cœur des fans un gentil, une victime des anti-spirales. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la richesse des personnages de Gurren Lagann, notamment Viral que j'aime beaucoup. Lui aussi passe d'antagoniste à rival et finalement allié. Il sera l'ultime soutien du héros dans les derniers moments. Peut-être qu'on en parlera une prochaine fois. Mais pour revenir à Vegeta, lui c'est un méchant pur jus, non? Il n'y a pas vraiment de zone grise. Est-ce que vous en êtes vraiment certain? On se rappellera qu'il a survécu au génocide de son peuple pour ensuite être élevé comme une machine de guerre au service du grand méchant. C'est une victime qui devient bourreau. Au début de l'arc-bout, il est déchiré par des années d'échecs, la mort de son rival et son complexe d'infériorité. Et c'est lorsqu'il l'avoue, lorsqu'il montre sa faiblesse, que Sangoku le comprend enfin et accepte le duel, quitte à menacer ses alliés. Les dernières braises de l'obsession de Vegeta vont alors se consumer. Il s'aperçoit que, même transformé, son amour pour ses proches est
toujours présent. Partant alors combattre seul, il s'excuse du mal qu'il a pu faire. Il n'a aucune chance de victoire, il le sait, mais qu'importe, pour la première fois de sa vie, il va combattre pour les autres. Un ultime geste d'affection pour son fils, des adieux pour ceux qui ont donné un sens à sa vie avant de brûler son énergie dans une dernière attaque. Un valeureux guerrier s'en est allé aujourd'hui. Il s'appelait Vegeta. L'histoire ne retiendra de lui que son courage, mais ses proches ne sauront jamais à quel point il les aimait. Adieu, Vegeta. Une scène qui est magique pour beaucoup de fans, mais malheureusement inutile, c'est tout le drame de Vegeta. Il perd souvent ses combats, mais chaque défaite est l'occasion pour lui de gagner en humanité. Le vrai combat de Vegeta, le seul qu'il a gagné, c'est sa réhabilitation dans le cœur des spectateurs. Mais alors, est-ce qu'il est devenu gentil à cet instant? Eh bah, à première vue, non. Les Terriens formulent le vœu de ressusciter tout le monde, sauf les criminels, et il ne revient pas. Et c'est une question de mots, bien sûr que ses crimes ne sont pas effacés, le poids de sa cruauté passée ne disparaîtra jamais, mais son cœur a profondément changé. Dans un monologue magnifique, il reconnaîtra enfin la valeur de Goku, il comprendra là où il a échoué dans son égoïsme et l'importance de se battre pour les autres. Grâce à toi, j'ai découvert que j'avais un cœur et que j'aimais ma famille. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu. Tiens bon, Son Goku. Le voilà enfin en paix avec lui-même, avec sa haine et avec son rival et ami. Quelques chapitres plus tard, Vegeta formule un nouveau vœu, ressusciter tous les Terriens tués par Boo, à l'exception, encore une fois, des criminels, s'excluant volontairement. Mais l'enfant qui répète son souhait au dragon le déforme légèrement, ressuscite tout le monde sauf les méchants, et à son propre étonnement, Vegeta revient à la vie. C'est sa consécration, maintenant prêt à agir pour le bien, comme il le montre dans Dragon Ball Super, allant même jusqu'à interroger ses actes passés. C'est ce qui est génial avec la rédemption de Vegeta, c'est qu'elle a su montrer que personne n'est fondamentalement condamné au mal. Même un être prédisposé à la cruauté, élevé dans les pires conditions, éduqué pour être un monstre, peut rejoindre le camp des gentils et se battre pour la justice. C'est une histoire universelle racontée dans des centaines de mangas. On a parlé de Gajil, Gaara, Thorfinn, le roi Spiral, mais on pourrait aussi parler de Scar, de Fullmetal Alchemist et même de Kaiba dans Yu-Gi-Oh! Tous sont indirectement des enfants de Vegeta qui leur insufflent quelque chose et confèrent à leurs histoires un grandiose sans pareil. Des personnages tragiques qui ont su tromper le destin qui leur a été assigné pour connaître la rédemption. Passer d'antagoniste à rival, puis de rival à ami, pour ensuite s'effacer derrière le héros, lui laisser porter le coup fatal au nom de l'humanité. On a tous notre version préférée, mais force est de reconnaître que Dragon Ball a su écrire la plus influente de toutes, une rédemption qui ne s'arrête jamais vraiment, une rédemption qui remet en question le début du manga encore aujourd'hui.